La Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections a donné sa lecture du scrutin du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. Et puis l'UNFPA entend relever le défi de l'orientation des décideurs politiques pour un développement durable au Burkina Faso. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Comme annoncé pour l'observation des opérations et tout d'abord, voilà les opérations de vote des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020, le cadre de concertation sur le genre et la participation citoyenne a déployé 250 observateurs sur toute l'étendue du territoire et il a visé, le cadre donc a visité près de 1250 bureaux de vote. Le cadre a fait une déclaration finale hier en présence de Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Nous l'écoutons. Sur 3800 bureaux de vote à Ouaga, un bureau de vote, celui de Ouemtenga C, bureau de vote numéro 8, n'a pas pu ouvrir pour des raisons techniques. Il en est de même pour les bureaux de vote des zones de Toini, Kassou, Lanfiera également. Et sur le deuxième point, il s'agit de la disponibilité du matériel de vote. Des constats faits, des bureaux de vote ne disposaient pas de matériel au complet. Par exemple, le cas de certains bureaux de vote à Karpala, à Kilouin et à Ouemtenga. Dans ces bureaux de vote, sur une prévision de 2 isoloirs par bureau de vote, on avait seulement un seul encrier qui devrait être partagé. Les procès-verbaux n'y sont pas parvenus. En ce qui concerne le troisième point, il s'agissait de la présence des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Et par endroit, à ce niveau, les observateurs ont déploré l'absence de certains représentants de candidats. Et quand même, ceux qui étaient présents n'étaient pas forcément en nombre. En ce qui concerne les spécificités qui nous intéressaient pour notre observation, en plus de l'observation standard, on retient que sur un total de 6 490 162 inscrits, et on pouvait noter évidemment 3 039 620 femmes et 3 450 542 hommes. Et en ce qui concerne les agents des bureaux de vote visités, nous avons pu constater effectivement des présences féminines et surtout jeunes. Et à ce niveau, on pourrait, sans risque de se tromper, dire qu'il y a eu quand même une prise en compte effective des deux sexes dans le recrutement du personnel électoral devant intervenir dans les bureaux de vote. Des recommandations que nous pouvons faire de façon concrète, nous recommandons à la commission électorale d'améliorer le déploiement du matériel électoral et pour les élections à venir, de renforcer également la formation des membres des bureaux de vote, de désagréger les fiches, les informations sur les fiches de dépouillement afin de faciliter leur analyse dans un contexte ou dans un objectif d'analyse genre. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections, CODEL, confirme les dysfonctionnements constatés lors du processus de vote. Mais ce manquement ne saurait décrédibiliser les résultats de vote en cours. Foi de maître Alidou Ouedraogo. Ces informations ont été recueillies lors de la déclaration finale de la CODEL en présence d'Odette Zouanguena et Jonas Tondé. À l'instar du cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation citoyenne des femmes au Burkina Faso, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections CODEL a livré sa déclaration finale sur les élections couplées du 22 novembre 2020. Et sans surprise, la CODEL a noté plusieurs dysfonctionnements dans l'organisation matérielle des élections et déplore également des violations de la loi électorale
locales, notamment sur la corruption électorale, les violences verbales, les affichages anarchiques. Le problème de matériel a concerné les procès-verbaux de dépouillement dans 22% des bureaux de vote. Suivront ensuite les enveloppes sécurisées dans 4% des cas, la liste des électeurs dans 3% des cas, la liste d'émargement dans 2% des cas. Du déroulement du processus électoral, des zones sécurisées. Dans 98% des bureaux, les électeurs ont émargé sur les listes. 100% des électeurs ont reçu un seul bulletin par scrutin. 82% des électeurs n'ont pas eu de difficulté à voter. 91% des électeurs ont prouvé qu'ils n'avaient pas déjà voté. Des zones rouges. Dans 100% des bureaux, les électeurs ont émargé sur les listes. 100% des électeurs ont reçu un seul bulletin par scrutin. 94% des électeurs n'ont pas eu de difficulté à voter. 87% des électeurs ont prouvé qu'ils n'avaient pas déjà voté. De la clôture. Des zones sécurisées. 98% des bureaux de vote ont fermé à l'heure. 85% des bureaux de vote ne présentaient pas de file d'attente à la clôture. Ces dysfonctionnements ne sauraient entacher la crédibilité des votes, a laissé entendre Maître Alidou Ouetraogo. On a constaté par exemple une absence d'urne de vote, d'isoloir et de bulletins. Nous avons immédiatement saisi la CENI et ce sont nos bureaux de la Banwa qui nous ont dit que cette question a été réglée, et ainsi de suite. Il s'agit de même que, par exemple, l'absence sur l'ouverture en retard des bureaux de vote, nous l'avons signalé également. C'est ce genre de questions que nous avons résolues, une quarantaine, que nous avons résolues entre 6h et 9h. Cela n'entraîne pas la crédibilité des votes, mais nous allons approfondir la question avec les principaux acteurs. Actualité oblige, des voix se font entendre de plus en plus du côté de l'opposition et les membres de la CODEL de rebondir en appelant chaque acteur à savoir raison garder en respectant les engagements pris dans le pacte de bonne conduite et d'user des voies légales de recours en cas de contestation et de respecter les délais impartis à cet effet. Nous le disions également en titre, le Fonds des Nations Unies pour la population a organisé ce jour une session de consultation nationale sur la démographie, la paix et la sécurité au Burkina Faso. Objectif, trouver des solutions afin de relever le défi et surtout orienter les décideurs politiques pour un développement durable de notre chère patrie, le Burkina Faso. Antoinette Beno et Gédéon Tapsoba pour le reportage. Les questions liées à la démographie, la paix et la sécurité semblent être la préoccupation de plusieurs pays de la sous-région. Afin de contribuer à orienter ces États, le Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique organise un symposium régional en 2021 au Niger et en prélude de ce symposium, une session de consultation nationale sur la démographie, la paix et la sécurité au Burkina Faso s'est tenue en cette matinée à Ouagadougou. 3 pays seront impliqués dans ce symposium et actuellement, ces consultations nationales sont en cours dans ces 3 pays. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc ça sera l'occasion d'avoir une réflexion approfondie pour faire un point sur ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et comment on peut envisager de faire les choses différemment. Ensuite, avoir une feuille de route qui permettra d'avancer et d'aller de l'avant pour les prochaines décennies. Cette séance de travail permettra à toutes les composantes de la société, surtout celles burkinabées, de contribuer à trouver les mécanismes pour concilier les dynamismes démographiques avec la paix et la sécurité, ainsi que mettre le Burkina Faso sur la trajectoire du développement durable. Ce qui concerne le Burkina, il y a d'abord à repartir sur la démographie qui vous permet de comprendre qu'en fait, une grande frange de cette population est jeune. Vous avez plus de 60% de cette population qui a moins de 25 ans. Et donc c'est un grand challenge. Et ce challenge est d'autant plus grand que vous avez des implications sur leur accès à l'éducation, leur accès à l'enseignement, leur accès à la formation, ce qui n'est pas très évident. Alors nous sommes très sûrs que si ces jeunes-là ne sont pas véritablement formés, ne sont pas en bonne santé, n'ont pas les besoins satisfaits sur le plan emploi,
ils vont basculer naturellement de l'autre côté. L'autre côté sous-entend les vols à main armée, le banditisme et même ce que nous connaissons, le terrorisme aujourd'hui. Donc, cette rencontre tombe à pic pour nous parce qu'il s'agit véritablement de réfléchir. Réfléchir pour voir quelles sont les pistes que nous pouvons identifier à notre niveau. C'est un partage qui va se faire à Niamey en 2021 avec les autres pays. Mais pour ce qui est du Burkina, quelles particularités nous pouvons effectivement identifier pour contribuer à asseoir une paix durable dans notre pays, mais dans la sous-région. Cette session permettra aussi de faciliter l'appropriation et l'installation des conclusions issues de la monographie et des autres documents scientifiques en vue de discuter des principales questions émergentes. À l'international, et nous parlons Covid-19, eh bien face à un léger mieux, l'Europe reste sur ses gardes. En effet, malgré les espoirs suscités par les vaccins, les autorités en Europe restent sur leur garde dans la lutte contre le Covid-19 et l'OMS prône des fêtes de fin d'année en comité restreint. Le Royaume-Uni sortira début décembre de 4 semaines de reconfinement national. Le pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, avec 55 000 morts, va revenir à une stratégie locale de lutte. Les restrictions seront renforcées là où le coronavirus se propage le plus. Le gouvernement a dévoilé hier ce plan hivernal. Il prévoit également un programme de dépistage massif. En outre, la course au vaccin fait espérer un retour prochain à la normale, mais le Premier ministre a averti que les restrictions devraient se poursuivre plusieurs mois. Même si les 3 vaccins sont approuvés, a-t-il dit, même si les calendriers de production sont respectés alors que les vaccins accusent souvent des retards, il faudra des mois avant que nous puissions être sûrs d'avoir vacciné tous ceux qui en ont besoin. Et ces mois seront difficiles, ils seront froids, ils comprennent les mois de janvier et février, lorsque notre service de santé publique est soumis à la plus forte pression. C'est pourquoi lorsque nous sortirons de l'isolement la semaine prochaine, nous ne devons pas gaspiller les gains que nous avons obtenus. Avec plus de 50 000 décès, l'Italie est devenue le 2e pays d'Europe le plus touché, le 6e dans le monde. Le gouvernement continue de résister à un reconfinement national. Des restrictions renforcées au niveau local restent la stratégie ainsi qu'un couvre-feu général. Des mesures qui commencent à porter leurs fruits, estiment les autorités, qui appellent également à ne pas baisser la garde. À quelques jours de Thanksgiving et à 1 mois de Noël, l'OMS s'inquiète de son côté des risques liés aux fêtes de fin d'année. Heureusement, beaucoup de personnes dans le monde peuvent se connecter virtuellement. Je pense que c'est peut-être la voie à suivre, a dit la chargée de la gestion de la pandémie à l'OMS. Si vous ne pouvez pas vous réunir, dit-elle, pour les célébrations cette année, vous trouverez des moyens de le faire lorsque tout cela sera terminé. Le pic de la 2e vague n'est pas atteint partout. En Grèce, le gouvernement est mis en cause face à une situation critique à Thessalonique. Les hôpitaux de la 2e ville du pays sont saturés. L'armée a dû installer des tentes pour augmenter les capacités de soins. Des mesures adéquates auraient dû être prises plus tôt, a reconnu le chef du gouvernement. Tout autre chose, mais toujours à l'international, la guerre du Tigré menace de dégénérer en Éthiopie. Le gouvernement fédéral annonce une offensive prochaine sur la capitale régionale, Mekele, après le refus des dirigeants locaux de se rendre. Le président du Tigré a rejeté l'ultimatum lancé par le gouvernement éthiopien. La situation est explosive dans cette région dissidente du nord du pays. Il y a 3 semaines, une opération militaire a été lancée par le pouvoir fédéral pour y rétablir son autorité. Le Premier ministre a par la suite appelé les combattants tigréens à faire défection pour rejoindre l'armée fédérale, en vain. Désormais, le pouvoir central menace. L'armée d'Addis Abeba prévoit de lancer l'attaque contre Mekele, la capitale du Tigré et siège du gouvernement local issu du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Les tentatives de médiation internationale ont pour l'instant échoué. Difficile de savoir l'état réel de la situation sur le terrain. La région est quasiment coupée du monde depuis le début du conflit. Aucun bilan précis des combats n'est disponible. Seule certitude, plus de 40 000 réfugiés éthiopiens sont arrivés au Soudan depuis le 10 novembre, fuyant l'offensive des forces gouvernementales.
Dernier axe de ce journal et nous nous rendons aux États-Unis et la question sur toutes les lèvres, Donald Trump va-t-il explicitement reconnaître sa défaite dans les jours prochains? Pour l'heure, une première étape vient d'être franchie puisque le président américain sortant vient de valider le processus de transition du pouvoir à Joe Biden. Le président élu peaufine sans attendre les contours de son futur gouvernement. Joe Biden peut enfin avoir accès aux informations sensibles et aux moyens de l'administration des États-Unis. Plus de 3 semaines après la présidentielle américaine, c'est non sans mal que Donald Trump a donné son feu vert à l'ouverture du processus de transition. Jusqu'ici, la directrice de l'administration des services généraux, la GSA, qui détient les clés de la transition, s'y opposait, arguant que les résultats de l'élection n'étaient qu'apparents. Donald Trump sur Twitter a remercié la directrice Emily Murphy pour sa loyauté et assure qu'elle a été harcelée et menacée. Il a mis en avant la sécurité de Mme Murphy et l'intérêt du pays pour recommander à la GSA de faire ce qu'elle avait à faire. Emily Murphy, qui était accusée de partialité envers Donald Trump, a justifié sa prise de décision dans une lettre. Elle met en avant les récents développements, des recours en justice et des certifications de scrutin pour expliquer son revirement. Elle assure ne pas avoir fait l'objet de pression de la part de l'exécutif et mentionne qu'elle a en revanche fait l'objet de menaces ainsi que sa famille, son personnel et même ses animaux domestiques pour ne pas avoir débuté la transition plus tôt. L'administration Trump doit officiellement reconnaître que Joe Biden est le président élu pour que l'équipe de transition du démocrate puisse commencer à recevoir des informations classées top secret et s'entretenir avec les équipes en place. Mais pour Donald Trump, le combat continue, même après un dernier échec, la certification de la victoire de Joe Biden dans l'État du Michigan. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. On se dit au revoir tout en se souhaitant une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Gardons à l'esprit que notre cher pays, le Burkina Faso, a besoin de paix et nous devions bien sûr y travailler. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous. Bye bye.